Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle interview du Sommet du Déclic. On est aujourd'hui avec Alex Spiga. Donc, Alex, tu as grandi en face de la plage d'Hossegor et j'ai grandi pas très loin de toi, donc on se connaît depuis longtemps. Et du coup, depuis que tu as grandi, toujours amoureux de l'océan, tu t'en es inspiré pour créer des accompagnements qui s'appellent Go With Your Flow. L'idée de ces accompagnements, c'est de permettre aux entrepreneurs experts et passionnés de valider et de structurer une activité simple, profitable et écologique. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais? Du coup, j'ai pas grand-chose à rajouter. Non, bonjour Lucie, bonjour Alizé. Merci déjà pour l'invitation et pour le sommet. C'est une belle idée et j'espère que ça va donner quelques déclics à ceux qui sont au niveau de la balance et qui n'osent pas pencher d'un côté. Du bon côté, j'ai envie de dire. Non, c'est ça. Hmm C'est lequel le bon côté? Celui qui est le plus juste pour eux, j'imagine. C'est la réponse Joker, ça. Ouais, c'est exact. J'ai grandi au Ségor et on était au collège notamment ensemble avec Alizé, donc ça commence à dater il y a quelques lunes maintenant. Et aujourd'hui, après quelques chapitres et expériences animées et intéressantes, je me retrouve entrepreneur, indépendant, à proposer justement des accompagnements. Voilà. Et le but de ces accompagnements, c'était tout d'abord personnel pour justement lier ce qui m'anime le plus, ce qui était vraiment important pour moi, et aussi de permettre justement de rendre le monde meilleur quelque part, même si ça peut faire un peu pompeux, mais j'ai vraiment cette sensation et cette mission quand je vois des transformations que je peux apporter à certains de mes clients qui, à leur tour, vu qu'ils savent mieux se vendre, notamment grâce au web, touchent plus de clients et vu qu'ils ont des activités, des expertises vraiment exceptionnelles, ils touchent à leur tour plus de monde. Donc, c'est vraiment ça qui m'anime. Ouais. Donc toi, ton activité, elle est principalement en ligne. Tu fais que des accompagnements en ligne et tu accompagnes que des personnes qui lancent leur activité en ligne ou tu fais aussi des choses qui sont hors de ce cadre-là? Ouais, exclusivement en ligne. Et c'est d'ailleurs qui m'avait permis de suivre ma femme quand on est parti aux Émirats il y a maintenant 3 ans. Donc ça, c'est le gros avantage du online. Et c'est vrai que depuis que je me suis lancé, j'ai bossé exclusivement en ligne. L'année dernière, je voulais commencer à créer des immersions parce que ça aussi, c'est quelque chose qui me donne vraiment envie et je connais euh, la puissance, l'impact d'une immersion. Et je voulais faire forcément une immersion mêlant surf et business parce que pour moi, le surf et les vagues et la glisse, il y a beaucoup d'éléments partagés avec l'entrepreneuriat, à savoir accepter le déséquilibre pour mieux le retrouver, savoir plus écouter son intuition pour glisser et surfer sur la vague de son activité. Donc, il y a beaucoup de parallèles. Le Covid est passé par là, donc c'est que partie remise. Et petit spoiler, je projette d'en créer un nouveau au printemps prochain quand je rentrerai de nouveau à la maison. Donc, ouais, exclusivement en ligne. Mais voilà, le jour où je rentre en France, c'est vraiment un projet de créer de façon ponctuelle des immersions en physique. Ouais. C'est qui le type de profil que tu accompagnes? Euh, Justement, j'ai listé tous les clients que j'avais accompagnés l'année dernière et c'était soit des coachs, soit des thérapeutes, exclusivement. Donc, ça m'a permis ça c'est important de faire des feedbacks réguliers, de voir de façon à toujours plus affiner sa cible. C'est ce que je répète régulièrement à mes clients. Et ça m'a permis justement de continuer à affiner mon message et de continuer à m'adresser à vraiment une cible spécifique, même si on peut croire qu'elle est très large. Mais si on sort un peu du microcosme coaching et thérapeute, euh, en fait, ça reste quand même des micro-niches hein, dans le milieu vague du web marketing et de l'entrepreneuriat en ligne. Donc, ouais, de façon empirique, c'est des coachs et des thérapeutes. Donc, maintenant, je me concentre uniquement sur ça.
Ok. Je pense qu'on va revenir sur ce sujet-là de la cible et tout ça, parce que c'est intéressant aussi de voir qu'on cible quelque chose, puis ensuite on regarde qui vient à nous et donc on recible aussi par rapport à ça. Mais j'aimerais bien savoir comment on devient coach de coach, c'est quoi le parcours et comment tu t'es développé là-dessus. Euh, alors, j'allais dire par hasard, mais ça serait quand même un peu exagéré. Non, en fait, je suis parti vraiment. J'ai fait énormément d'erreurs. Pas des erreurs, mais si les erreurs des débutants. C'est-à-dire me concentrer d'abord sur la technique. Enfin, vraiment, j'en ai fait énormément. Bosser juste pour bosser, ne pas savoir me vendre, ne pas savoir à qui je m'adressais, ne pas me connaître mieux moi. Donc vraiment, je suis vraiment passé par beaucoup, beaucoup d'étapes. Euh, et en fait, ça s'est imposé naturellement parce que le jour où j'ai compris que c'était bien et mieux de commencer par mieux se connaître et savoir qu'est-ce qui est important pour soi, j'ai vraiment fait en fait la liste. Tu vois, les exos que je pense que tu proposes également, Alizé, qui sont vraiment importants et qui peuvent paraître banals, mais qui sont vraiment importants de, OK, quelles sont mes compétences, quelles sont mes expertises, interroger mon entourage, etc. Et en fait, très souvent, d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Il est pas là. C'est dommage parce que je l'avais quelque part. J'ai ressorti l'alchimiste, en fait. Non, il est pas là. L'alchimiste, et c'est vraiment, en fait, pour moi, si je recommande un livre, c'est celui-là. C'est pas un livre d'entrepreneuriat, c'est vraiment un livre de philosophie de vie. Et c'est ce qu'il raconte, en fait. C'est vraiment la morale de ce livre, c'est qu'en fait, très souvent, tout ce dont tu as besoin, tout ce que tu recherches, il est là, mais tu le vois pas forcément. Donc, euh, donc en fait, ouais, je me suis appuyé sur qu'est-ce qui me faisait kiffer, où était aussi mon expertise. Donc, c'était tout ce qui était web marketing. Ce que j'aimais aussi à travers mes différentes expériences employées, c'était beaucoup la transmission, la formation, l'échange. Euh, et donc, naturellement, je me suis lancé sur de l'accompagnement. Parce qu'au final, ça faisait vraiment beaucoup de sens euh, pour moi. J'ai vu qu'il y avait certains résultats qui étaient intéressants, donc j'ai décidé de creuser là. Parce que en fait, c'est là où je m'éclate, quoi. Et je pense que c'est vraiment la règle numéro une à garder en tête. C'est garder le fun. Mm. Ouais, c'est vrai, hein. Ouais. Bah oui. C'est Mais quoi, pardon, les sujets sur lesquels tu accompagnes tes clients coachs et thérapeutes? C'est quoi leurs besoins? Leur besoin, c'est de gagner en visibilité et ça, et mieux vendre. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire ça, on va dire que quelque part, c'est la conséquence. Mais en amont, ça veut dire de savoir ce qu'ils proposent, toujours pareil, hein, à qui ils s'adressent et prendre la parole en ligne. Parce que c'est la vente, enfin, c'est vraiment une approche, on va dire, holistique, en tout cas globale. C'est mieux partir de soi et mieux identifier où est-ce qu'on est les meilleurs, à qui on s'adresse, pourquoi on le fait et qu'est-ce qu'on propose également. Et ça, c'est toujours la même recette, quoi. Et là, je suis loin du web marketing clinquant et bling bling avec devient millionnaire en moins de 7 jours et demi. Mais, euh, mais j'ai la chance aussi de superviser des clients qui font de gros chiffres d'affaires entre 200 et 1 million par an, 200 000 et 1 million. Et eux aussi, ils ont la même stratégie en fait que des personnes qui gagnent 40 000, 50 000, 100 000. Par exemple, le même tunnel de vente, le même entonnoir de vente avec page de capture, webinaire. Et eux aussi, ils bossent leur avatar, ils bossent leur offre et ils bossent leur message. C'est toujours la base en fait. Hmm. c'est quoi Ouais. un avatar? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que peut-être que dans les gens qui nous regardent, il y a des choses nouvelles dans tout ce vocabulaire Ouais, d'entrepreneur. Les ouais, gens qui ont avatar. vécu, pardon, les gens qui ont vécu le confinement avec moi savent parfaitement de quoi on parle. C'est ce qui fait chier tout le monde en fait, l'avatar. Avatar, persona, client idéal, c'est toujours la même personne. Et cette personne-là, c'est vraiment la personne avec qui tu as envie de travailler. Et qui est donc vraiment un mix déjà toi, avec qui tu as envie de travailler. Voilà, de façon au niveau du personnage, au niveau de l'énergie, au niveau ouais, de à quoi il ressemble, et en fonction aussi de ce que tu peux proposer. Et c'est vraiment cette personne, vraiment, idéalement, avec qui tu t'éclates et tu prends plaisir à aller démarrer une session de coaching, tu prends plaisir à accompagner. Et, euh, et pour moi, c'est vraiment
la chose la plus importante. L'année dernière, j'avais interviewé un très bon copywriter, euh, très bon, qui sait de quoi il parle et qui est un des meilleurs en francophonie. On a passé 30 minutes à parler de l'avatar. Et pour lui, dans tous ses mails, à chaque fois, il remet ça aussi. Donc, si des gars comme ça mettent le paquet sur ce point-là, c'est en fait, c'est la base. Parce que quand tu sais à qui tu parles, ben, tu le connais par cœur. Donc, la vente, c'est vraiment une histoire de connexion, à la fois émotionnelle et, euh, et surtout de connexion. Et quand la personne se dit, ah ouais, elle me connaît vraiment bien et elle sait qu'est-ce que je vis en fait. Euh, c'est là où la connexion se fait. Et c'est là où justement on va entrer dans son champ dans son spectre et qu'elle va commencer à nous suivre, elle va commencer à consommer notre contenu, à s'approcher et doucement, euh, doucement se réchauffer. Mais merci pour ces précisions-là et pour le coup, je me permets de rajouter un peu mon appréciation de ça. Je pense que c'est avec toi que j'ai opéré cette transformation sur la vue de l'avatar. Parce que pour moi, avant, c'était le client cible. Et déjà, je trouvais ça très moche. Un client cible, une cible, c'était vraiment quelque chose qui me parlait pas, c'est ça. Et de le transformer en la personne avec qui j'ai envie de travailler. Ça a complètement changé en fait la mécanique pour moi, dans le sens où j'étais plus dans quelque chose de scolaire, je dois m'adresser à cette personne pour lui vendre mon produit, mais j'ai appris à connaître ma personne idéale, la personne avec qui j'ai envie de travailler, qui en l'occurrence est tout à fait moi d'il y a quelques années. Et du coup, je me dis, quand je m'adresse à cette personne-là dans ma communication, je le fais avec beaucoup de bienveillance et d'attention envers elle, qui n'était pas du tout le cas quand je me projetais avant à formater un message pour un client type. Et je crois que ça, c'est peut-être un bon conseil à partager avec les entrepreneurs qui se lancent de revoir un peu son positionnement vis-à-vis de ce client type ou cible ou idéal ou comme on veut l'appeler. Ouais, de pas trop être crispé par rapport à ça. Et c'est vrai que souvent, le client idéal, c'est nous quelques étapes avant. Euh, et ça c'est important à garder en tête. Et c'est vrai que voilà, il y a la théorie, mais il y a aussi voilà, la théorie et comment nous on l'applique et de façon à ce que ce soit aussi plus fluide pour nous, plus naturel. Parce que c'est vrai que si on s'appuie uniquement sur la théorie, on peut se crisper et on est là, mais et surtout garder en tête que c'est un process, vraiment, vraiment, vraiment. Ça, par exemple, ce type d'exercice, c'est pas, tu le fais pas une fois et tu le mets au tiroir. C'est en fait, tu t'apprends toujours de lui. Et c'est vraiment important sur cet exo de, de prendre le pouls, vraiment avoir les doigts sur ici là et voir comment il évolue, parce que voilà, avec les éléments extérieurs, forcément, son discours interne change. Covid, typiquement, confinement. Voilà, par exemple, je sais que euh, avec le confinement, il y a eu une grosse prise de conscience sur OK, maintenant là, me développer en ligne, c'est plus une option, ça devient vraiment salutaire. Donc ça, par exemple, c'était vraiment quelque chose à garder en tête pour moi l'année dernière. Euh, ouais, toujours, comme tout, en fait, c'est vraiment un process et c'est vraiment garder en tête, OK, je pars de ce point-là et je suis OK avec le fait que je vais continuer à apprendre et je vais apprendre de lui, donc je vais améliorer mon message et c'est toujours test and learn et on améliore, feedback, on repart et ça continue comme ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de l'année dernière, justement, l'année 2020, avec tous ces confinements? Est-ce que ça a eu un impact sur ton activité? Ouais, du boulot. Ok. Tu fais partie des chanceux, donc. Ouais, je fais partie des happy few. Et c'était vraiment intéressant parce que pour moi, en fait, je me suis jamais vraiment posé la question de digital ou pas, parce que moi, je me suis toujours vu dans le digital. Euh, et c'est vrai il y a eu un effet de, OK, bon, maintenant, il faut que je m'y mette. Mais bon, digital ou pas, ces questions-là que je traite en amont, les fondations, en fait, c'est pas une question digitale. Hein. Sur du offline, ça marche tout aussi bien et c'est tout aussi important. Et qu'on soit pour un resto, par exemple, c'est toujours pareil. Hein. Qu'est-ce que tu vas mettre quoi sur ton menu, ça dépend à qui tu t'adresses, etc. Mais l'année dernière, ouais, non, ça a bossé. Pour moi, j'ai pas trop ressenti.
si, de façon positive. Et c'est vrai que ça a changé beaucoup de choses. Mais par exemple, comme l'année dernière, je pense qu'il y a vraiment, ça a été le chaos, mais ça a été un chaos aussi constructeur dans le sens où il y a plein d'opportunités qui sont créées. Par exemple, typiquement des personnes qui se positionnent sur le fait de, par exemple, l'ergonomie ou le bien-être au travail à la maison, sur les personnes qui en fait veulent aller bosser et qui se retrouvent toutes seules chez elles, qui sont pas prêtes en fait, hein, en termes de matériel, en termes ouais, de gestion au quotidien. Tous les coachs aussi qui se positionnent sur la conduite au changement. Ça aussi, ça va arriver de plus en plus, typiquement sur des reconversions, comme tu l'adresses, Alizé. Donc, il y a vraiment des opportunités tout le temps, et il va continuer à y en avoir. Et il s'agira d'être à l'aise avec le changement et vraiment de se lever à lui et d'être prêt à ce que ça aille de plus en plus vite et qu'il y ait des changements de plus en plus profonds, je pense. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu, tout à l'heure, tu as mis dans la même phrase coach et vendre, pour avoir pas mal de coachs autour de moi, dans mes amis, dans mes fréquentations, je sais que c'est vraiment un sujet qui nous pose des problèmes à tous, ou en tout cas qui, à un moment donné, nous pose des problèmes. Comment je vends, comment je prospecte, c'est quoi les plus gros freins que tu trouves chez tes clients ou en tout cas les croyances que tu vas essayer de démonter avec eux? Est-ce qu'il y a une tendance? Ouais, il y en a plusieurs. Tout d'abord, quand tu vends, tu arrêtes de penser à toi et tu penses à l'autre. Tu arrêtes de penser au résultat et tu penses au process. Et, euh, et aussi, tu te mets en tête que si tu as un produit ou un service qui peut aider la personne, ça c'était Jay Abraham, un des consultants les plus recherchés aux États-Unis, qui avait cette phrase: si vous avez un service ou un produit qui peut changer la vie d'une personne en face, vous avez l'obligation morale de lui proposer. Et je pense, je partage vraiment ça, sachant qu'au début, il y a quelques années, quand je me suis lancé, la vente, je le détestais. Mais je détestais, c'était mal, euh, c'était que des voleurs. Mais vraiment, sur ça, je suis vraiment pas un exemple, mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup travaillé sur ça. Et heureusement, parce que quand on est à son compte, enfin, quand tu es à ton compte, tu as intérêt à savoir te vendre, quoi. Et savoir te vendre, en fait, c'est être certain de ses compétences, de son expertise, de la transformation qu'on apporte, quelle qu'elle soit. Et qu'en fait, si quelqu'un paye, c'est juste un échange de valeur. Il paye la transformation que tu vas lui apporter, que tu sois rédacteur SEO, blogueur, coach, n'importe quoi. En fait, c'est juste, avant il y avait le troc, mais a priori ça n'a pas marché. C'est juste une façon d'échanger de la valeur. Donc c'est vraiment, ouais, sur la vente, c'est arrêter de penser à soi, parce que quand on pense à soi, ben, en fait, on fait pas preuve d'altruisme et on pense qu'à sa gueule. Et la vente, au final, c'est, euh, c'est, euh, c'est vraiment altruiste, en fait. Vraiment. Ça peut paraître gros, mais quand on travaille sur ça, en fait, on s'aperçoit que ça marche vraiment comme ça. Arrêtez de penser au résultat, parce que si on se focus uniquement sur la vente, notamment sur la vente de services type premium, où ça passe très souvent au téléphone ou en face à face, ça se sent. Et il y a vraiment un transfert ça se sent dans la voix, dans le non-verbal, etc. Donc, arrêtez de penser au résultat et plutôt penser au process. Si on fait un bon diagnostic pour savoir si on peut aider la personne, dans ce cas, proposer la vente, l'offre en tout cas. Et ouais, et vraiment garder en tête que si c'est votre mission, si votre activité c'est votre mission, ben votre mission, votre objectif, c'est de faire le plus d'offres possible, parce que si vous êtes convaincu et certain que vous pouvez changer la vie des gens, putain, mais allez-y. Parce que par exemple, quand j'accompagne des thérapeutes et qui, à leur tour, signent des clients pour qu'ils aillent mieux dans leur vie, notamment surtout avec ce qui se passe, hein, en termes de confinement, de mal-être social, personnel, etc. Tous les thérapeutes et les coachs, ils ont vraiment, vraiment un rôle très important à jouer. Donc, s'ils pensent qu'à leur pomme et qu'ils ne veulent pas vendre parce que ils sont enfermés avec leur petite voix de merde, mais c'est dommage. Et tant pis pour eux, mais surtout aussi tant pis pour les autres, quoi.
Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Ça me fait penser au livre Comment se faire des amis de Ouais, Dale Carnegie, non? Je sais plus comment il Carnegie, ouais. Carnegie, merci. Qui est un vieux livre, mais qui nous redonne cette vision de la vente. C'est un contrat gagnant-gagnant dans les deux Mhm. sens. Et comme toi, quand j'accompagne des thérapeutes et des coachs, parfois, je me rends compte à quel point ces gens qui sont parfaitement empathes et ont une très grande capacité d'empathie dans leur séance de coaching manquent profondément d'empathie dans la phase de vente parce qu'ils sont auto-centrés sur leur peur de leur argent et ils oublient complètement le bénéfice qu'ils sont en train de donner à la personne en face. Et donc, il y a tout un switch comme ça empathique à déclencher. J'avais une question à te poser sur justement comment toi tu trouves tes clients, comment il est ton process de vente. Tout à l'heure, tu parlais de ton tunnel de vente. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ouais. J'essaie de le simplifier au maximum. Et l'année dernière, j'avais fait justement un grand ménage parce que vu que j'aime bien bidouiller, j'aime bien la technique, j'aime bien essayer, voilà, des outils marketing, etc. En fait, j'en avais partout. Mais j'en avais, mais j'en avais partout les entonnoirs. Et sauf qu'ils n'étaient pas optimaux. Euh, et j'ai appliqué le 20-80 de Pareto. J'ai tout nettoyé. Et en fait, j'ai gardé très simple. J'ai donc une partie organique. Donc, c'est tout ce qui est action non payante où tu n'investis pas de l'argent. Donc, ça va être, dans la partie organique, il y a vraiment deux parties, deux sous-parties. Il y a la création de contenu et après aussi, il y a la prospection. Donc, ça, je m'y applique notamment sur Facebook. Voilà, parce que mon client idéal, le profil est essentiellement sur Facebook. Donc, j'ai des comptes Instagram et LinkedIn, mais ils sont pas alimentés. Et d'ailleurs, ça, quand on se lance, euh, j'invite vraiment à se focaliser sur un seul canal. Un client, une offre, un canal. Et comme ça, on reste simple et on le travaille et on l'améliore plutôt que de partir dans tous les sens. Donc, il y a ça. Donc, création de contenu parce que j'aime créer du contenu aussi. Voilà, je fais également de la prospection. Et après, il y a la partie payante. Là, c'est justement un entonnoir de vente classique où j'ai lancé du trafic payant en décembre. Là. Donc, toute l'année dernière, la totalité de mon chiffre d'affaires a été fait en organique. Et on peut bien vivre de son activité sans investir en pub. Et là, j'ai décidé de lancer du payant. Voilà. Donc, le payant, c'est Facebook, Instagram en trafic payant qui envoie sur une page de capture sur laquelle on s'inscrit pour avoir accès à une ressource gratuite, en l'occurrence une vidéo. Suite à ça, appel à l'action pour prise de rendez-vous. L'appel se fait. Moi, en amont, je qualifie. Si la personne ne me semble pas qualifiée, je me donne le droit de ne pas prendre l'appel. Je fais l'appel. C'est vraiment un appel. Pour la peine, je joue vraiment la transparence et le coup ouais, c'est du coaching, etc. Mais en fait, c'est un appel déguisé. Moi, je suis vraiment très clair du début à la fin. Et en fait, diagnostic. Vraiment, mon focus, je pense pas du tout à la vente. C'est vraiment faire le diagnostic le plus complet pour la personne. À la suite duquel je vois si je peux l'aider, si je peux lui proposer mon offre, si ça lui conviendra. Je lui propose, si elle est OK d'entendre ça, je lui propose mon offre et après, vente ou pas vente. Voilà, mais en gros, il y a 4 étapes. Ok. Ça tient en Juste pour 4 étapes. reformuler, hein, pour les gens qui sont pas trop dans le milieu du web comme nous, trafic organique, ça veut dire entièrement sur Internet, mais lié à des recherches que vont faire les gens sur leur moteur de recherche préféré et vont tomber par hasard, je mets toujours des énormes guillemets, sur ton contenu, parce que les guillemets, ça veut dire que tu as fait bien ton travail de référencement. Et tu disais trafic payant, ça veut dire c'est toi qui payes en tant qu'entrepreneur pour que les consoles de publicité comme Facebook Ads, Google AdWords, etc., redirigent des personnes qui cherchent certains mots-clés vers ton contenu. C'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Payant, c'est soit du Google Ads, donc là, c'est un mot-clé, soit du Facebook. Donc là, en fait, c'est de l'achat d'espace publicitaire. Après, l'organique, c'est pas que en ligne, hein, parce que l'organique, bon là, maintenant, c'est compliqué, mais c'est tout ce qui est networking, réseau, etc., etc. Donc, donc Donc, les aller dans des stratégies. événements, c'est ça?
Ouais, par exemple, ouais. Ouais. En fait, c'est, le web a réinventé, hein, c'est juste le marketing, c'est adapté au web, mais le marketing en soi, ça reste toujours la même recette. Donc, Où est-ce et que tu as après, appris c'est tout sûr que dans ça? l'organique, pardon? Où est-ce que tu as appris tout ça? Euh, Pas à l'école, peu à l'école, peu à l'école, et après en m'y collant moi-même, beaucoup de test and learn. Je lis beaucoup, énormément. J'ai toujours un bouquin dans la main. Donc, et après, ouais, en me formant également. Voilà, parce que quand tu payes des gens, euh, en fait, tu t'achètes leur savoir pour aller plus vite. Et d'ailleurs, si, petite anecdote par rapport à ça, donc je me suis lancé, j'ai bidouillé tout seul, j'ai bataillé. Ça n'a pas été. Faut être à l'aise avec l'inconfort hein, quand on est entrepreneur. Euh, mais il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres et c'est OK. Mais si c'était à refaire, ce que je ferais, la chose que je ferais en priorité, ça serait me faire accompagner plus vite. Parce que le temps, j'ai appris, mais le temps que j'ai gagné en me faisant accompagner, clairement, clairement, ça vaut l'investissement et le temps, c'est la seule chose qu'on peut pas récupérer. Donc, Tu ouais. as des sources d'inspiration à nous partager, des mentors, des auteurs de livres qui t'ont particulièrement accompagné? Ouf, des livres, il y en a beaucoup. Hein. Parce que, voilà, il y a Dale Carnegie, là, avec son classique Comment se faire des amis. Euh, Sur les livres, il y a The Go Giver, qui parle de la vente. The Go Giver, c'est une fable très jolie fable, une histoire qui donne de belles leçons sur la vente. Après, où est-ce que je me suis formé? Alors, le classique du web entrepreneur, c'est Sam Ovens. Oui, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est un gars qui est arrivé, qui a fumé tout le marché à un moment. On voyait que lui. Et après, ça a été en francophonie. Donc, à la fois, j'ai mixé sur l'accompagnement marketing, mais aussi beaucoup sur plus de l'accompagnement perso. Voilà, pour lever des freins, pour lever des blocages. Euh, et je vais continuer cette année. En gros, je pense que si on bosse que le dur, que le côté yang, que le côté pragmatique, ça donne des résultats, mais on va vite se sentir vide. Si on bosse que la partie intuitive, travail sur soi, c'est bien, c'est très important, mais à un moment, il faut que ça se matérialise par des actions. Donc pour moi, c'est vraiment un équilibre à trouver entre les deux et, euh, et que les actions que tu poses partent de soi et que ça ait du sens en fait. Si sur l'année qui vient de passer, tu as accompagné combien de personnes? À peu près un ordre de grandeur. J'en ai accompagné, je dirais, une soixantaine. Et tu Mm. accompagnes les gens sur des formats qui durent combien de temps? C'est quoi tes accompagnements à peu près? Je sais pas si tu fais tout le temps. Euh, Ouais, ça dépend. C'est 3-4 mois. Et après, ça dépend aussi. Ça, c'est sur mon offre première. Après, ça m'arrive aussi de faire des one-shots. Voilà, D'accord. à l'heure. C'est rare, mais quand on me le demande, je le fais. Euh, et après, c'est le programme, on va dire Go with the flow, c'est 3-4 mois. Et après, derrière, j'ai un deuxième programme de suivi qui, là, lui, est plus long et c'est plus du mentorat pour la peine, Ok, qui va jusqu'à 6 mois. ok, super. T'en as parlé tout à l'heure, tu as dit que pour être entrepreneur, il fallait être à l'aise avec l'inconfort. Je crois que c'était ça tes mots. Est-ce que tu veux nous dire quelles sont pour toi les autres compétences que devrait avoir un entrepreneur? Euh, Ouais, être à l'aise avec l'inconfort. Et pour moi, vraiment, euh, c'est l'entrepreneuriat et se lancer là-dedans, c'est vraiment le meilleur moyen d'évoluer personnellement, je trouve. Parce que tu es, obligé, en fait, de te remettre en question sans non plus tout retourner et tout fumer, parce que là, c'est compliqué. Mais, mais c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est vraiment un excellent moyen d'évoluer personnellement, de grandir, d'avoir vraiment des prises de conscience de dingue. Euh, et c'est vraiment un état d'esprit à avoir, je pense, parce qu'il y a des challenges tout le temps, il y a des remises en question, il y a des coups de mou, des coups où tu te sens invincible. Donc c'est vraiment
OK, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux en retirer? OK. Donc, ça, déjà ça. Après, bien se connaître, je pense, c'est vraiment important. Aimer le challenge aussi. Euh, Savoir se faire confiance et écouter son intuition, c'est important aussi. Je dis ça parce que pendant trop longtemps, je me suis comparé. Et ça, je pense que c'est une des pires plaies qui puisse arriver à quelqu'un qui commence ou même qui est là depuis un moment. C'est de se comparer, c'est horrible. Donc, savoir vraiment, vraiment se faire confiance et travailler. On peut s'inspirer, mais pas se comparer parce que là, en fait, c'est pas juste envers soi. Là, on se condamne, en fait. Et ouais, je pense qu'en termes de compétences douces, on va dire, c'est vraiment les principales. C'est aimer le challenge et aussi avoir. Il y a un bouquin que j'aime beaucoup aussi, que j'ai écouté en audio pendant quelques mois en boucle. C'est La science de la richesse de Wallace Wattles. Et, euh, et pour lui, il met en avant 4 points importants. Je les ai notés là, c'est clarté de la vision. Donc, savoir pourquoi on fait ça, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et quand je parle de vision, on n'a pas besoin de vouloir sauver sauver les Inuits et sauver la fonte de la banquise, mais c'est chacun aura son propre moteur. Vigueur de son intention. Ok, est-ce que tous les jours, on s'assure de faire le nécessaire et de faire de son mieux. Constance de sa foi. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment savoir et qu'en fait, il n'y a pas d'autre moyen que ça va le faire, en fait. Quoi qu'il arrive, on va y arriver. Et il dit aussi profondeur de la gratitude. Et ça aussi, c'est pour moi capital et c'est quelque chose que j'ai appris à mettre en pratique tous les jours. Euh, D'avoir de la gratitude. C'est facile d'avoir de la gratitude quand tout va bien, mais aussi aller chercher, OK, c'est quoi le cadeau, c'est quoi l'avantage, c'est quoi le bénéfice de cette situation. Donc, il y a vraiment ces 4 points, plus le fait de, voilà, le challenge et, euh, et aimer s'y coller, quoi. Du coup, tu mentionnes là que tu pratiques la gratitude. Je sais que tu as plein comment dire, d'astuces, d'organisation personnelle et voilà, de routines ou de choses que tu mets en place au quotidien pour vraiment te soutenir dans ton activité. Est-ce que tu voudrais nous partager aux personnes qui nous regardent peut-être deux, trois conseils de choses qu'ils pourraient faire pour garder la pêche? Euh, Déjà, éviter de tomber dans l'ego spirituel, à croire que ça y est, on mange de l'air et qu'on vaut mieux que quelqu'un d'autre qui, a priori, est moins avancé que nous. Ça, c'est dangereux et ça se voit beaucoup en ligne parce que chacun avance sur son chemin à son rythme. Et là, vraiment, il n'y a vraiment pas de jugement à avoir. Chacun fait son chemin. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal en ligne qui donnent des leçons, quoi. T'es là, mais ok, en fait, je pense pas que t'aies vraiment tout bien compris. Et après, non, c'est vrai que la gratitude, ça peut faire un peu gnangnan parce qu'on l'entend à toutes les sauces, mais pour moi, c'est vraiment avoir de grandes attentes et savoir profiter des petites choses. Vraiment tout bête. Et concrètement, comment tu fais? Tu as un endroit dans lequel tu notes tes gratitudes le matin, le soir? Enfin, je sais pas, est-ce que tu Ouais, as un rituel par rapport à ça? ouais, c'est vrai que j'ai instauré un rituel le soir. Ben, j'ai un journal là qui me suit partout, qui me fait office d'agenda, aussi de prise de notes, qui me dure un trimestre. Et le soir, ouais, j'ai ajouté ça. Il change beaucoup de trimestre en trimestre, enfin beaucoup, je l'améliore. Et le soir, j'ai un pense-bête quelque part. 3 gratitudes et 3 fiertés de la journée. Parce que les gratitudes, ça peut être facile à trouver, mais aussi les fiertés sur ce qu'on a accompli dans la journée. Et souvent, on est là, bon, franchement, de quoi je suis fier aujourd'hui. Mais ça, c'est important aussi. Et ça permet, c'est un petit exercice tout bête qui permet de câbler le cerveau sur, OK, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de quoi on est satisfait aujourd'hui, plutôt que, OK, j'ai pas fini ça, j'ai eu un non, etc. Donc, ça, c'est important. Et après, non, je pense que c'est juste aimer la vie, j'imagine.
Tu peux nous parler un peu d'une journée type? Donc là, tu nous parles déjà un peu de tes petits rituels qui te permettent de kiffer la vie. Est-ce qu'il y a d'autres... et sinon, au niveau du travail, ça ressemble à quoi ton quotidien? Alors là, actuellement, je suis en France, donc parce que je suis jeune papa et on est rentré pour 15 jours pour faire la visite des papis mamies. Mm. Euh, Autrement, je vis à Dubaï avec ma femme. J'ai suivi ma femme qui s'est lui proposer un emploi aux Émirats. Et le quotidien, alors je suis à plus 3 heures quand je suis à Dubaï, donc c'est bien, ça me permet le temps d'avoir toute la matinée pour moi, parce que je prends pas d'appel avant grand minimum 11 heures. Donc le matin, il est pour moi. Et comment ça se compose? Là, je pense à une amie, Caroline, qui m'avait accompagné l'année dernière justement et qui m'avait vraiment challengé sur le fait de bosser moins, parce qu'en fait, j'aime bien bosser et surtout j'aime bien occuper le temps. Donc ça a été vraiment un challenge pour moi. Donc maintenant, je bosse beaucoup moins. Et ça, d'ailleurs, avec bébé qui est arrivé, là, je sors un peu de ta question, mais avec bébé qui est arrivé, je savais que ça allait arriver, et c'est arrivé. Bizarrement, je bosse 10 à 13 heures de moins par semaine. C'est bizarre, hein. Comme quoi, je pense qu'on passe beaucoup, beaucoup de temps à être occupé et plutôt que d'être efficace. Donc ça, c'est vraiment, c'est vraiment un point important. Sinon, une journée réussie pour moi, déjà, il y a du sport dedans. Donc, soit je vais nager, soit je vais courir. C'est vraiment important. Et ou d'une partie voilà, où je fais du stretching, un peu d'étirement. Idéalement, je me mets une petite musique de méditation. Euh, J'aime beaucoup bosser avec du son, avec des hautes hertz, genre en 432 hertz ou en 541 pour aller chercher des hautes vibrations. Ça, je trouve que ça me met dans un flow de travail, c'est bien. Et après, c'est principalement, voilà, ma journée, elle se résume entre appel client, appel prospect et action marketing. En gros, c'est comme ça. Et ça se passe beaucoup, beaucoup sur Zoom. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu travailles avec une équipe, avec des fournisseurs, des freelances qui te soutiennent sur certains aspects, ou est-ce que c'est vraiment du boulot solo? Non, j'ai notamment une personne qui s'occupe pas de community management, mais voilà, de dispatcher tout le contenu. Comme ça, moi, je m'occupe de créer le contenu. Je garde mon profil Facebook et après, lui, il le met un peu partout. Notamment, il me fait le montage vidéo, il me met en ligne sur YouTube, il relaie sur mon site et sur ma page Facebook. Donc, moi, je me concentre uniquement sur mon profil et après, je sais que c'est relayé à droite à gauche, comme ça alimente par exemple mon site, etc. Donc, et après, l'objectif là pour moi là très prochainement, d'ici fin de trimestre, ça va être de faire entrer une nouvelle personne, plus sur tout ce qui est admin, etc. Donc là, je suis en train de réfléchir à la fiche de poste justement. Et ça aussi, je pense que j'ai trop attendu pour, pour faire appel à quelqu'un, parce qu'on essaye de tout faire et en fait, c'est compliqué de tout faire. Et c'est pour ça que vraiment, plus on va à la simplicité, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un client idéal, une offre, un canal idéalement, parce qu'on n'a pas besoin d'être partout, parce que ça dilue l'impact. Et surtout, voilà, si on peut se le permettre assez rapidement de déléguer certaines tâches, parce qu'après, c'est toujours la même question c'est soit de l'investissement en argent, soit en temps. Donc, à chacun d'évaluer combien son temps vaut. Par exemple, le volume horaire, le taux horaire, ça c'est important à calculer aussi le taux horaire. Et qu'est-ce qui me prend beaucoup de temps? Donc ça, c'est un exo aussi que je donne à mes clients quand on commence, c'est vraiment analyser sa semaine à l'action près. Et ensuite, pour savoir où passe le temps et combien d'énergie ça draine en fait. Et Mm. après, ouais, idéalement, commencer à déléguer rapidement, ne serait-ce que 3-4 heures par semaine sur des tâches sans valeur ajoutée, justement. Alors, tu me tends la perche pour te poser la question suivante. Ça gagne combien un coach? Comment tu calcules ton taux horaire? Est-ce que ça a évolué? Depuis combien de temps tu es à ton compte et comment est-ce que ça a évolué sur les dernières années? Pour l'idée, bon, c'est peut-être pas de nous donner exactement ton taux horaire ou exactement ton chiffre d'affaires, mais pour donner une idée à ceux qui nous regardent et qui voudraient se lancer dans ces métiers de l'accompagnement et commencer un petit peu à se faire une idée.
de tout ce qui est... Ouais, alors le taux horaire, si je dis pas de bêtises, en gros, c'est combien tu as gagné, combien tu as encaissé sur le mois, moins les charges divisé par ton temps de travail au mois. Donc, imaginons, tu as encaissé 10 000, tu as dépensé, tu as investi 5 000, il te reste 5 000 et tu as bossé 200 heures, ben, ça fait 5 000 divisé par 200, je sais pas. Et tu as, ton taux horaire. Ça fait 25. Mais là, Voilà. du coup, tu calcules les heures administratives, les heures de Ouais, tout. Tout. coaching. Ouais, c'est ça aussi où c'est Donc, le tu ne peux piège pas parce que. vendre l'heure de coaching à 25 euros. Ah non, 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 ça c'est combien tu gagnes par heure travaillée. Et c'est pour ça que c'est un piège parce qu'il y en a qui disent, ben voilà, euh, je vends à l'heure. Déjà, je déconseille de vendre à l'heure parce que si on veut aller chercher ne serait-ce que 3 000 euros en vendant 60 euros de l'heure, il faut en abattre du client. Ça fait 5 000 euros à 60, j'avais calculé, c'est un truc comme 70 clients par mois à faire entrer. En fait, c'est juste pas tenable, quoi. Donc déjà, pas se vendre à l'heure parce que c'est pas possible en fait. Après, ne pas oublier que voilà, une heure travaillée, c'est pas juste le temps passé avec son client. Et après aussi, vraiment, ça je l'avais entendu et je l'avais pas intégré parce que je voulais pas le croire parce que la vision que j'avais, c'était justement qu'il fallait bosser comme un âne. Euh, C'était que quand tu gagnes, une personne là en question là, qui maintenant gagne très très bien sa vie, elle disait voilà, là je fais 30 000 par mois, je travaille autant que quand je gagnais 3 000 par mois. Et j'étais là, mais et en fait oui complètement. Et c'est pas, tu peux gagner de l'argent sans ce que tu gagnes, c'est pas forcément corrélé au temps que tu passes. Et la preuve, parce que ceux qui gagnent très bien leur vie dans le milieu du coaching ou autre, hein, ils ont une équipe et ils bossent uniquement sur ce qui est important pour eux. Donc, ouais, et garder en tête que voilà, c'est pas parce que gagner plus, ça veut pas forcément dire travailler plus. Loin de là. D'où l'importance de se nicher, parce que riches are in the niches. Les riches sont dans les niches. Plus on se niche, plus ça va être vraiment euh, spécifique. Plus on s'adresse à un problème spécifique et douloureux, plus on va pouvoir ajuster son offre en fonction. Et, euh, et après, il y a vraiment un travail sur soi aussi. Voilà, tout ce qui est croyance, héritage générationnel, etc., etc. Voilà, quand on sort quand on a des parents qui, par exemple, ont été ouvriers et qui ont eu que comme vision de travailler dur pour gagner, c'est pas forcément évident de s'en défaire, mais c'est vraiment, vraiment important d'aller chercher ça aussi. Donc, combien ça gagne, ça dépend. Ça dépend. Si tu es niché et que tu es certain de ta valeur et que tu as une offre en adéquation, tu peux aller chercher 3, 5, 10 000 euros relativement facilement. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Par Ouais, ouais, par par mois. mois. Ouais. Relativement facilement dans le sens où tu as fait le travail en amont. Donc, ça ne va pas arriver comme ça, bien sûr. Je ne suis pas en train de vendre du rêve, mais c'est quelque chose que quand tu l'as compris, tu l'as intégré, tu peux un exemple simple. Hein. L'exemple simple que je donne, imaginons, on part, si on a le temps là, on part de la fin. Voilà, imaginons tu veux 5 000 euros par mois. OK. Tu sais que donc tu vends ton offre à 2 500 euros, ce qui n'est pas exorbitant quand on a une offre bien ficelée. Donc ça fait 2 clients. Tu sais que voilà, de façon empirique, pour avoir 2 clients, il te faut 5 appels. OK. Il faut faire 5 appels, donc 5 prospects. Pour avoir 5 prospects, pour avoir 5 prospects au téléphone, on va dire qu'il te faut proposer 10 appels. Ok, donc un appel accepté tous les 2 appels. Donc il faut 10 appels. Pour avoir ces 10 appels proposés, tu dois ouvrir, on va dire, 40 conversations. Ok, donc tu ouvres 4 conversations. Toutes les 4 conversations, tu fais une proposition d'appel, etc., etc. Donc en gros, à la fin de la journée, tu vois que pour faire 5 000 euros de chiffre, il faut ouvrir 40 conversations, par exemple, dans le mois. Donc, ce qui fait ouvrir à moins de 2 conversations par jour. Donc, quand on a ça en tête, ça simplifie beaucoup les actions. Et ça veut dire que ben, du coup, on n'a pas à faire du blogging, on n'a pas à être partout en même temps. Et on se concentre sur, encore une fois, OK, à qui je vais m'adresser pour que ce soit le plus efficient possible et sur quel canal
de façon à vraiment… Là, ça, c'est un entonnoir de vente, tu vois. Un entonnoir de vente, c'est pas uniquement du trafic payant, ça, c'est un entonnoir de vente organique. Et quand tu connais chaque étape, c'est là où tu peux optimiser. OK, ben là, voilà. Et surtout, relever les métriques, relever les chiffres, parce que sans chiffres, ben, rien ne peut être mesuré et amélioré. Donc voilà, OK, ben là, j'ai proposé 10 appels, il n'y en a eu que 2 qui ont été acceptés. Comment? Donc là, a priori, mon goulot d'étranglement, il est là. Comment je peux faire pour mieux mener mes appels, mieux mener mes conversations, mieux présenter mon offre? Et comme ça, là, on sait où est-ce qu'on peut s'améliorer et on sait sur quoi jouer et on sait sur quoi qu'est-ce qui n'est pas important. Et là, du coup, ça devient plus facile et plus clair surtout sur les actions à mener pour aller chercher le chiffre d'affaires qu'on veut. Si ça a du sens. Tu viens de nous livrer de l'or en barre. Je pense que les personnes qui nous regardent sont peut-être comme ça avec les yeux, parce que je pense que c'est vraiment très simple comme réflexion, mais il faut l'avoir. Et donc là, tu as vraiment donné des outils, je pense, hyper importants. Tout à l'heure, tu évoquais le fait que tu es un jeune papa, donc déjà félicitations. Est-ce qu'on peut peut-être terminer cette interview sur le monde que tu aimerais offrir à ton enfant? Vers quoi est-ce que tu aimerais qu'on se dirige peut-être dans cette crise post-Covid? Ouais, qui ouvre un nouveau monde. Ouais. Parce que je pense que l'ancien monde, on ne va pas le revoir. Les fêtes à Bayonne, je ne sais pas si on les reverra, malheureusement. Oui, c'est sûr. Il va falloir que j'aille travailler sur ça parce que ça me fait mal au cœur. Ça, c'est une question qu'une personne qui m'avait accompagné m'avait dit, justement, me challengeant sur ça. Qui t'as envie d'être pour ton fils, en fait? À l'époque, ma femme n'était pas encore enceinte, et ça m'avait vraiment challengé. Et c'est vrai que là, pour moi, là, vraiment, ma priorité, c'est mon fils. Et ouais, de continuer à rêver, vraiment, et de se donner les moyens, surtout. Il y a une citation que j'avais beaucoup aimée à l'époque quand je préparais mon brevet d'état natation. C'était que le rêve est indispensable, mais c'est la volonté, non le désir, qui le fait exister. Ça m'avait marqué. J'avais trouvé ça très juste. Donc, continuer à rêver et se donner les moyens d'aller les chercher. Trop cool, merci. Merci pour tout ce partage, Alex. Et puis en plus, tu nous l'as confié au début de l'interview. La nuit a été un peu rude, donc merci d'avoir maintenu ton niveau d'énergie pour nous partager tout ça. Pour conclure cette interview, est-ce que tu veux nous dire, voilà, pour les gens qui nous regardent, comment on te retrouve, c'est quoi la meilleure manière de déclencher une conversation avec toi, sur quel média on te trouve, comment on fait pour en savoir plus sur toi, peut-être pour avoir accès à tes contenus gratuits ou je ne sais quoi. Ouais, tout simplement mon profil Facebook. J'anime un groupe également où il y a un groupe privé où il y a beaucoup de valeurs, de contenu. Donc Alexandre Spiga, de toute façon j'ai le même nom partout, la même photo partout, donc moi c'est cohérent. Et sinon il y a mon site aussi, alexspiga.com. Merci beaucoup Alex. Ouais, merci à vous les filles, c'était top. Merci. C'était magnifique tout ce que tu nous as partagé, merci vraiment. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Ciao, ciao.